Je suppose qu'on peut suivre deux écoles en regardant l'ensemble de la première saison de Ça, Bienvenue à Derry. La première consiste à se laisser emporter par la créativité de l'histoire et l'émotion des personnages. La seconde, à regretter la transformation d'une présence indicible en un monstre régi par des règles et explications. Bien évidemment, les avis n'ont pas nécessité à être aussi tranchés et la catégorisation n'est qu'une manière de simplifier le réel pour mieux le comprendre. Pour ma part, je partage un peu de ces deux sentiments. J'ai apprécié la saison dans l'ensemble, tout en me disant qu'elle était loin d'être aussi dérangeante que la mini-série des années 90. Alors il est très possible que ma perception s'explique par la manière dont j'ai pu recevoir la mini-série très différemment en étant adolescent, du regard que je porte à la série de 2025 en tant qu'adulte. Par certains aspects, le final de cette saison est très réussi, notamment dans sa manière de ramener Richie pour faire un doigt d'honneur à Pennywise et joindre sa force à celle de ses amis. Par d'autres, je l'ai trouvé incroyablement naïf, que ce soit dans le comportement d'abruti intégral du général, ou encore dans la manière dont les conséquences des actions des adultes semblent se régler comme par magie, dans une happy end pour le moins facile. Je pense notamment à Hank Grogan, le père de Ronnie, que la ville et la justice laissent apparemment prendre le large sans aucun problème, en plein rouge, alors que des soldats l'ont vu vivant. Je pense aussi à Leroy Hanlon et Dick Hallorann et cet accord avec l'armée qui leur épargnerait le moindre souci à condition de ne parler de rien, alors qu'ils ont quand même pris les armes contre leurs compagnons d'armes, entre guillemets. Alors oui, évidemment que j'ai largement assez d'imagination pour élaborer des cas de figure pouvant vaguement déboucher sur une issue aussi favorable, mais bon, ça laisse un arrière-goût d'entourloupe de fin un peu facile. Dans l'ensemble, le positif l'emporte assez nettement sur le négatif du côté du traitement des personnages. La série parvient à saisir des sensations si particulières à la fin de l'enfance, à nous émouvoir à fond avec Richie et à proposer un Dick Hallorann qui reste le meilleur personnage de la saison de mon point de vue. C'est davantage sur le traitement du personnage central, à savoir ça, que se pose la question de la pertinence d'un développement de l'univers, donc d'ajouts spéculatifs, à ce qui a été établi par Stephen King dans Ça et la Tour Sombre essentiellement. On passe d'un être qu'on ne comprend pas vraiment à un monstre qui agit au grand jour, mange la tête d'un général de l'armée américaine et utilise ses lumières mortes à gogo, un peu comme un coup spécial en cas de pépin. On précise qu'il est coincé par des fragments de la météorite dans laquelle il est arrivé et qu'il perçoit simultanément plusieurs époques, vivant le temps différemment de ce qu'en perçoivent les humains. Dans les vidéos des coulisses de cet épisode 8, Andy Muschietti avance même que ça a été puni et envoyé sur Terre, une vision des choses qui semble relever d'une spéculation personnelle plus que d'un élément tiré du livre. Cette notion de cage météoritique et de punition de ça est même plutôt une contradiction du livre dans laquelle la créature semble impliquer qu'elle est venue sur Terre de sa propre volonté pour profiter des particularités des humains. Dans la série, la notion selon laquelle on peut vaincre ça en dépassant les peurs générées par notre propre imagination n'est quasiment pas utilisée et on assiste à un basculement du symbolique, voire du métaphysique, dans le livre, à des explications bien plus tangibles et physiques dans la série, à l'exemple des morceaux de météorites. La ressemblance entre le fonctionnement de la dague et de l'anneau unique pour vaincre ou affaiblir un ennemi est manifeste, d'autant que les deux influencent leur porteur et nécessitent au final un effort combiné pour aboutir au lieu de leur retour aux éléments, que ce soit le feu du volcan pour l'anneau unique ou la terre pour la dague. Pour son final, la saison fait le choix du grand spectacle et la plupart des enfants de l'école se retrouvent victimes des lumières mortes et emmenés à la suite de Pennywise dans une directe inspiration de la légende du joueur de flûte d'Hamelin. Étrangement, les seuls parents qui participent activement aux recherches sont ceux de Will et de Ronnie, tandis que les autres adultes sont bien commodément mis de côté, à l'exception des militaires et de leurs plans aberrants. Par ailleurs, le sacrifice de Daniel semble un peu facile. On est dans la perpétuation des crimes contre les natifs, je vois bien l'idée, assez légitime, mais Daniel n'est pas une personne auquel la série nous a permis de nous attacher de quelconque manière, malheureusement. Autre regret, le fait d'être paralysé par les lumières mortes et d'entrer dans une forme de catatonie n'a ici aucun impact durable sur les victimes. Elles se réveillent et paf, tout va bien. C'est un autre exemple de la dissipation de l'aura Lovecraftienne de ça, une créature qui devrait rapidement amener une personne tombant en son pouvoir aux limites de la folie. On ne retrouve cet effet que sur Madame Kirsch, mais elle était déjà confuse et dans un état mental très discutable avant d'être soumise aux lumières mortes. On peut noter au passage que l'apparition de l'actrice qui joue Madame Kirsch, âgée, Joan Gregson, est sa dernière car elle est décédée en juin 2025. Tout ceci étant dit, je reconnais que Bill Skarsgård s'en sort très bien dans le rôle de ça, la gestuelle et la voix sont très réussies, et son petit spectacle au collège est marquant. Il résume bien le positionnement de la série par rapport aux apparitions plus personnelles et confidentielles du clown dans le livre. Je parlais de la référence aux joueurs de flûte, référence renforcée par le fait que les enfants traversent la rivière, tandis que ce sont les rats que le musicien guide vers la rivière dans la légende, tandis qu'il emmène les enfants dans les collines. Mais on peut trouver une autre référence à une fable cette fois,
celle du lièvre et de la tortue, quand la course s'engage jusqu'au point de liberté de Pennywise. Bon, concernant la tortue, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, a priori je fais évidemment référence à Mathurin, l'équivalent cosmique bénéfique de ça. Et quant à lui, justement, il est trop sûr de sa victoire, le ça. Il prend le temps de bouffer le général notamment, mais aussi de faire tout son cinéma avec les enfants, au lieu de se précipiter vers le point qui le soustraira pour de bon à l'influence des piliers. C'est l'hubris de la créature qui la perd encore une fois. Je reviens sur cette question de temps, de perception du temps et d'éventuels voyages dans le temps. Il n'est pas question ici de dire que Pennywise peut voyager dans le temps, mais plutôt qu'il perçoit simultanément les différentes époques. En inventant cela, les scénaristes sont obligés d'en déduire que la créature a été punie. En effet, concrètement, Pennywise vit dans une sorte de circuit fermé composé d'une série d'impasses, autant d'impasses qu'il a connu de cycles d'éveil, et le fait qu'il puisse passer d'une impasse à une autre ne change pas le fait que ce sont des impasses. C'est le début d'un approfondissement et d'une forme de redécouverte du personnage de ça qui se poursuivra au fil des 2 saisons à venir. Pour rappel, la saison 2 devrait se tenir en 1935 et la 3 en 1908. Pour prolonger ce qu'affirme Pennywise quand il parle à Margaret, à savoir que sa mort est aussi sa naissance, on peut se remémorer que la première scène horrifique de la saison est une naissance dans une voiture. On sait que le bébé mutant est une forme prise par ça, et ce n'est pas un hasard de retrouver cette naissance en début de saison et la mention d'un lien entre mort et naissance dans le dernier épisode. Cette notion de mort et naissance peut aussi être reliée au fait que ça est révélé comme une créature qui n'a pas forcément de genre ni de sexe, mais qui serait du moins capable de pondre des œufs qui seront détruits par les losers adultes. On a la nette impression que ça est au final prisonnier d'une sorte de boucle temporelle de naissance et de destruction, condamné à échouer indéfiniment, à se faire vaincre sans cesse par le club des losers. Dans cette perspective, la Terre serait l'enfer de ça, celui vers lequel Gan, le dieu tout-puissant, l'aurait envoyé. Ces révélations mystiques seront peut-être étoffées au cours des 2 saisons à venir. Si le livre permettait de suivre le cours des pensées de ça à la première personne, il serait intéressant que la série puisse faire de même et développer le rôle de la tortue Mathurin, qu'on retrouvait dans cet épisode 8 via le nom de la racine utilisée par Rose. Pour rappel, le nom même de Rose est extrêmement symbolique dans l'univers de Stephen King, puisqu'elle relève du divin en quelque sorte, en rapport avec la tour sombre, via cette rose que Jake trouve dans un terrain vague de New York notamment. Ce qu'on doit souligner dans ces extrapolations et ajouts au personnage et à la mythologie, c'est que Stephen King lui-même reste associé au projet et consulté pour la série. Il a fait un retour par exemple sur la nécessité de réduire le nombre d'usages du mot fuck par les enfants, car cela restait un énorme tabou en 1962. On peut donc imaginer qu'il ne s'oppose pas, voire qu'il est intéressé par l'idée de voir développer les bases mystérieuses qu'il avait établies dans le livre pour la créature. Ceci étant dit, que ce soit validé ou pas par le créateur d'origine, c'est à chacun des spectateurs de juger en son fort intérieur si la direction prise par la série développe ou réduit l'intérêt et l'aura de la créature et des humains qui gravitent autour d'elle. Toujours dans la thématique de l'univers King interconnecté, on a cette référence au fait que Dick Hallorann part travailler dans un hôtel. Attention toutefois, il ne s'agit pas encore de l'hôtel Overview de Shining, puisque Dick Hallorann part pour Londres et que l'hôtel du roman et du film se situe dans le Colorado, aux États-Unis bien sûr. Dick plaisante avec Leroy sur le fait qu'un hôtel ne doit pas représenter un bien grand défi, ce qui ne fait qu'enfoncer le clou de la référence avec un marteau un peu énorme, sachant que l'Overview est un lieu hanté et maléfique qui cherche à manipuler ceux qui y séjournent. Ce manque de subtilité dans les références se retrouve assez nettement de mon point de vue dans la révélation que Marge est destinée à devenir Madame Margaret Tosier, la mère de Richie, qui est jouée par Finn Wolfhard dans les films Ça chapitres 1 et 2. Pennywise explique la connexion en long, en large et en travers, au point même de sortir l'avis de recherche avec la photo du personnage des films, avis que Richie trouve d'ailleurs dans le film. Dans cette série des références très appuyées, on a aussi le discours que tient Marge lors des funérailles de Richie. Le discours semble très élaboré pour une jeune fille de son âge, et on peut éventuellement se demander s'il colle à la situation, mais c'est un texte fort et très bien écrit. Pas étonnant puisqu'il s'agit en fait d'un extrait du livre Ça de Stephen King lui-même, extrait qu'on retrouve aussi dans le film Ça chapitre 2 lorsque Bill écrit le premier chapitre de son livre. Enfin, on a bien sûr le caméo de Beverly Marsh en fin d'épisode. Elle est face au cadavre de sa mère pendue et se fait repousser violemment par son ordure de père. Pour ceux qui n'avaient pas la référence, on insiste sur le fait qu'Ingrid Kirsch est bien la vieille dame dont ça prendra l'apparence lorsque Beverly la reverra à l'âge adulte dans son appartement. Au passage, je tiens à préciser que le brouillard qui engloutit la ville de Derry n'a aucun rapport avec celui de The Mist. Andy Muschietti a confirmé que c'était juste un choix visuel pour représenter l'influence de ça libérée et recouvrant la ville. Toujours en termes de référence, j'ai bien apprécié de voir finalement ça prendre la forme d'un hybride d'oiseau de proie de cauchemar avec des ailes de chauve-souris quand il tente d'empêcher les enfants de planter la dague. Voilà une forme qui ressemble un peu
à ce que Will Hanlon aurait vu au Black Spot dans le livre, même s'il manque les ballons accrochés aux ailes. Au final, ce qui entre le plus en contradiction avec le livre dans cette saison, c'est la conscience claire et précise qu'a l'armée américaine de l'existence de ça et les moyens déployés pour le localiser et l'instrumentaliser. Dans le livre, l'influence de ça empêche toute forme d'enquête approfondie à son sujet. Cette décision de la série d'en faire un objet de recherche et d'intrigue pour les humains a tendance à transformer le rapport des personnages et donc du spectateur à la créature en la démythifiant. Ceci étant, quand on accepte cette approche, la saison reste riche en moments forts et émouvants. Je ne l'estime pas comme l'une des meilleures séries de l'année ou de HBO de manière générale, comme j'ai pu le lire de ci de là, mais comme une proposition intéressante et assez riche visuellement malgré quelques loupés aussi de ce point de vue. Le détour par Bob Gray et sa fille Ingrid était très bien vu. La fin parvient à saisir l'ambiance douce amère d'une partie d'enfance qu'on laisse derrière soi, car on sait que Will Hanlon restera à Derry pour un destin relativement tragique et qu'il ne retrouvera a priori jamais Veronica ou Ronnie Grogan qui lui donne son premier baiser. Quant à Ronnie, elle roule vers un avenir qu'on imagine plus souriant tandis qu'elle a retrouvé son père, Hank, et que ce dernier échappe à la prison et à une exécution presque certaine. J'espère que cette série de vidéos d'analyse de cette première saison de Sa Bienvenue à Derry vous a plu, ainsi que cette dernière analyse, que ce dernier point de vue. N'hésitez pas à soutenir la vidéo, la chaîne, vous savez comment faire avec le pouce en l'air, les commentaires, les abonnements. Vous pouvez éventuellement, si vous souhaitez accéder à des livres numériques, des livres audio, vous abonner gratuitement pendant 45 jours à Nextory en passant par le lien disponible en description et en commentaire épinglé. Ça soutient pas mal financièrement la chaîne. Merci à celles et ceux parmi vous qui l'ont déjà fait. Et puis pour la suite, bien sûr, j'ai un peu de retard sur la série Pluribus, mais je vais continuer à analyser les épisodes. Et puis on a Avatar de Feu et de Cendre ce mercredi. Bien sûr, j'y consacrerai une vidéo, donc soyez au rendez-vous. À très vite pour de nouvelles aventures. Salut!